C'était un pari audacieux, un avion-balle à moteur fusée, largué d'un bombardier en vol. Tout cela pour répondre à une seule question. Un être humain peut-il franchir le mur du son et survivre pour le raconter ? À une époque où Mach 1 semblait infranchissable, un petit avion orange a marqué l'histoire. Ils l'ont nommé Bell X-1. Son exploit a bouleversé l'aviation et ouvert la voie au futur. Au vol supersonique, aux chasseurs de nouvelle génération et à la course à l'espace. Dans cette vidéo, nous verrons aussi le X-2 et le X-3 Stiletto. Ce n'est pas qu'un récit d'aéronef expérimental, c'est une révolution. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de Monde de l'Aviation. Avant, le Bell X-1 volait plus vite que le son était une idée presque mystique. Les avions à hélice commençaient à subir des vibrations, de l'instabilité et même une désintégration lorsqu'ils s'approchèrent de la vitesse du son. Le phénomène était si mystérieux qu'on l'a nommé la barrière du son. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une vraie barrière, mais d'effets aérodynamiques encore mal compris par les ingénieurs. Ondes de choc, perte de contrôle. Malgré l'augmentation soudaine de la résistance, de nombreux pilotes tentaient toujours d'atteindre la limite. Un changement était nécessaire. Les États-Unis avaient choisi de relever le défi de façon radicale, créer un avion dédié à atteindre et dépasser Mach 1. Pour découvrir l'histoire de la barrière du son, regardez la vidéo sur le monde de l'aviation disponible à la fin. La mission a ensuite été confiée à Bell Aircraft, déjà reconnu pour ses conceptions innovantes. Le concept était clair, un petit avion, robuste, sans hélice ni turbine, propulsé par des fusées. La forme devait être aérodynamiquement stable à grande vitesse, et pour cela, ils se sont inspirés précisément d'une balle de fusil de calibre 50, un objet capable de franchir parfaitement le mur du son. C'est ainsi qu'est né le Bell X-1 avec des ailes droites, un fuselage élancé et un design compact. Il faisait plus de 9 m de long et avait une envergure de 8,5 m. Sa structure était entièrement métallique, son cockpit pressurisé, ce qui était inhabituel pour l'époque, mais le plus révolutionnaire était sa propulsion. Le moteur fusée XLR-11 de Reaction Motors possède 4 chambres réglables individuellement et génère 26 500 Newtons de poussée. Les essais eurent lieu dans le désert de Mojave, en Californie, sur la base aérienne de Muroc, devenue la base Edwards. Il était largué depuis un B-29 modifié, suspendu sous l'aile, comme s'il s'agissait d'une bombe. Le pilote d'essai Chuck Yeager, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, fut sélectionné pour les premières missions. Le 14 octobre 1947, à bord du Isin numéro 1, baptisé Glamorous Glennis, en l'honneur de son épouse, Yeager. À plus de 13 000 mètres, il a allumé les moteurs fusées, accéléré et dépassé Mach 1 lors de ce premier vol. Pour la première fois, un humain avait franchi le mur du son en vol horizontal contrôlé. Le vol était tellement stable que certains ingénieurs ne croyaient même pas vraiment que le mur du son avait été franchi. Mais les mesures étaient claires, le X-1 avait prouvé que c'était bien possible. Les leçons tirées de l'avion Bell furent immédiates et transformatrices. Pour la première fois, les effets des ondes de choc furent compris avec précision. Comportement des surfaces de contrôle à grande vitesse et besoin d'une structure renforcée pour résister au vol supersonique. À partir du X-1, l'utilisation de l'aile en flèche, la compression de surface et l'idée que les avions supersoniques devaient avoir des surfaces de contrôle différenciées se sont popularisées. Ce fut le début d'une nouvelle ère aéronautique. Les chasseurs comme le F-100 Super Sabre et le F-104 Starfighter ont tiré directement parti des enseignements du X-1 et de la série d'avions expérimentaux X. Allait-on continuer à approfondir et à perfectionner ses connaissances ? Musique. Regardez cette image que j'ai trouvée très curieuse, montrant comment le pilote passe du B-29 au X-1 en plein vol. Musique.
Les variantes du Bell X-1 ont représenté une évolution constante dans l'exploration du vol supersonique, chacune étant conçue pour répondre à des questions spécifiques d'aérodynamique et d'ingénierie. Le X-1A était plus grand et plus avancé que l'original. Glamorous Glennis a été conçu pour étudier des vitesses supérieures à Mach 2 et de très hautes altitudes. Chuck Yeager, également aux commandes du nouvel appareil, a atteint Mach 2,44 et fait face au dangereux phénomène de couplage d'inertie. Une perte de contrôle violente, presque tragique, a révélé l'un des plus grands risques du vol hypersonique. Tôt, bien qu'il ait battu des records d'altitude et de vitesse, il a été détruit après une explosion au sol. Musique ? Le X-1B, quant à lui, s'est concentré sur l'étude du réchauffement aérodynamique, avec plus de 300 capteurs répartis sur sa structure. Et il a été pionnier en testant un système de contrôle par fusée de réaction, une technologie qui s'est avérée plus tard essentielle dans des programmes comme le X-15 et l'astronautique. Le X-1C a été conçu comme un banc d'essai pour l'armement dans des conditions transsoniques et supersoniques, mais il n'a jamais dépassé le stade de la maquette, parce que des appareils opérationnels comme le F-86 ou le F-100 Super Sabre ont assumé cette fonction dans la pratique. Musique. En parallèle, le X-1D fut le premier de la seconde génération d'avions-fusées, conçu pour étudier le transfert de chaleur et doté d'un système de carburant amélioré. Cependant, il n'a effectué qu'un seul vol plané avant d'être détruit par une explosion au sol lors des préparatifs pour un vol propulsé. Musique. Finalement, le X-1E est issu de la reconstruction du fuselage précédent et a intégré une grande partie des leçons apprises. Il a ajouté une aile ultra fine, un siège éjectable, un nouveau système de carburant et une instrumentation pour enregistrer les efforts structurels et le réchauffement. Sous Joe Walker et John McKay, il a dépassé Mach 2 et tenté Mach 3, mais des problèmes structurels ont entraîné son retrait en 1990. C'était un avion expérimental à aile médiane pesant jusqu'à 6078 kg et doté d'une autonomie de 4 minutes 40 secondes en propulsion, soutenu par son moteur fusée, et sa vitesse maximale était de 2594 km/h dans la version X-1E, ce qui correspondrait à Mach 2,44 le 15 décembre 1955-155. L'étape suivante fut le Bell X-2. Si le X-1 avait atteint le vol supersonique, le X-2 cherchait à explorer le vol à des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire entre Mach 2 et Mach 3. Ce nouvel avion avait un design plus profilé, des ailes en flèche et un cockpit entièrement encapsulé. Testé sur les prototypes suivants du X-1B, il incorporait également un moteur fusée plus puissant et un revêtement résistant aux hautes températures générées par la friction de l'air à très grande vitesse. En septembre 1956, le pilote Milbur Apt a atteint Mach 3,2 avec cet appareil, mais peu après, il a perdu le contrôle de l'avion et est mort dans le crash. Bien que tragique, ce vol a apporté des données précieuses sur le phénomène d'instabilité inertielle et le comportement de l'atmosphère à ces vitesses. Le X-3 a connu une autre histoire. Appelé Stiletto en raison de son design long et fin, il était conçu pour atteindre Mach 2 en vol horizontal en utilisant des moteurs à réaction au lieu de fusées. L'objectif était de simuler le comportement des futurs avions de chasse supersoniques. Cependant, ces moteurs n'étaient pas assez puissants, il a à peine dépassé Mach 1,2 en piqué.
Malgré cela, le X3 a été fondamental pour l'étude de la configuration des ailes trapézoïdales et du phénomène connu sous le nom de flutter ou vibration structurelle. Son influence a été déterminante dans le développement du F-104 Starfighter, dont la conception a directement dérivé du X3. Bien que ces trois avions aient partagé le même esprit expérimental, leurs caractéristiques techniques différaient beaucoup. Chacun d'eux était une réponse spécifique aux défis de l'époque. Le X1, le plus compact et robuste, mesurait 9,4 mètres de long avec des ailes droites de 8,5 mètres d'envergure. C'était essentiellement une capsule d'acier volante. Son moteur fusée XLR-11 brûlait un mélange d'oxygène liquide et d'alcool éthylique, permettant d'atteindre Mach 1,2 en vol horizontal. Son train d'atterrissage était fixe comme celui d'un planeur renforcé, non rétractable. Le Bell X2, plus raffiné et dangereux, mesurait 11,6 mètres avec des ailes en flèche de 10,7 mètres. Sa structure était en alliage d'acier inoxydable et de cuivre, du beryllium pour résister aux températures très élevées causées par la friction à plus de Mach 3. Son moteur, un Curtiss-Wright XLR-25 à 2 chambres, offrait plus du double de puissance que le X1. Mais cette puissance avait un prix. Le contrôle était extrêmement difficile. Le Bell X3 était un design novateur, mais doté de moteurs trop faibles. Sa structure s'étendait sur plus de 11 mètres avec des ailes trapézoïdales extrêmement petites, conçues pour réduire la résistance à grande vitesse. Sa forme allongée était idéale pour percer l'air supersonique, mais les moteurs Westinghouse J34 n'offraient tout simplement pas la puissance promise. Pesant plus de 5 tonnes, le X3 était trop lourd et sous-motorisé pour atteindre ses objectifs, mais sa conception a inspiré des avions plus réussis. La série X a battu des records et brisé des paradigmes, montrant que l'aviation n'était plus limitée par les hélices ou la vitesse du son. Avec le X1X et X3, les limites de l'aérodynamique, des matériaux, de la propulsion et de la stabilité ont été redéfinies. Le concept d'avions expérimentaux s'est imposé comme un outil de progrès. Ce que ces modèles ont révélé a permis des programmes comme le X-15 ou les futurs SR-275, Black Bear, ainsi que des avions supersoniques et les navettes spatiales. Aujourd'hui, le Bell X1 est exposé au Musée national de l'air et de l'espace à Washington, symbole d'audace et de savoir. Était-ce une déclaration d'intention ? Le X2 et le X3 moins mémorables, mais tout aussi essentiels dans ce voyage vers l'inconnu. Même si toutes les expériences n'ont pas réussi, chacune a apporté des données, des leçons et des avancées technologiques. J'espère que la vidéo vous plaît. Je voulais vous annoncer que le 3e volume des fichiers d'Aéropédia est disponible, avec l'histoire et les données techniques de chaque aéronef. Dans ce cas, des intercepteurs de la guerre froide, avec des avions comme le F-14, Tomcat, le Su-57, 2 de mes avions préférés pour ceux qui me connaissent. Et comme c'est déjà disponible au téléchargement, je vous laisse le QR pour y accéder depuis un mobile ou un téléphone portable, et dans les liens que je vous laisse ci-dessous, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire final. Pour être honnête, je suis vraiment passionné par ces publications, j'aime beaucoup les réaliser et j'aime les partager avec vous. Pour les vrais passionnés d'aviation qui aiment partager ces informations, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Qui aimerait avoir ces fascicules? Parce qu'ensemble, nous allons créer une encyclopédie qui atteindra de plus en plus de personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'Aéropédia.